Ma présentation aujourd'hui c'est quand tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, il y a encore quelque chose à faire. Je vais parler d'abord de qui je suis, ensuite mon cheminement, ensuite Fraco, ensuite le mur, la descente aux enfers, puis la Renaissance. Je suis un fils de fermier, une famille nombreuse. Mon cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu, une belle concentration, sciences humaines, option philo. Durant ma 4e session, les professeurs ont la bonne idée de faire une grève à 3 semaines de la fin de l'année. Alors, quand ils ont repris, après quelques semaines de grève, la classe, moi, j'ai refusé de retourner. Suite à ça, j'ai quitté le cégep. Je suis allé travailler dans une entreprise de construction, mon frère René. Il y avait une entreprise en maçonnerie. Alors, une entreprise de maçonnerie, je vais travailler avec lui, je suis manœuvre. Manœuvre, on serre les briqueleurs, et puis je fais ça pendant 5 ans. Ensuite, je deviens apprenti maçon. Puis un beau matin, je ferai mon courage à 2 mains. Je vais frapper à 6h30, 7h à la porte de mon frère. Je dis « Hey René, j'ai une bonne idée, puis une mauvaise. J'ai une bonne nouvelle, puis une mauvaise nouvelle. Laquelle tu veux? » Il dit « C'est quoi ton niaisage à matin? » Je dis « La bonne nouvelle, René, tu me vends la moitié de ta business, puis tu es un partenaire. Puis la mauvaise, tu refuses, tu viens juste d'en perdre la moitié parce que je pars à mon compte. Puis je m'en vais voir tes clients. » Alors, je suis devenu associé. On est devenu associé. Et puis, l'entreprise a bien été, on a progressé. En 1993, on ramasse le contrat à Saint-Hyacinthe. C'est un collège de filles, le collège Saint-Maurice, qui avait brûlé. Et puis nous, on a le contrat de maçonnerie, un autre contrat de 2 millions là-dessus. Et puis, Fraco était assez balbutiement. L'inventeur me téléphone pour me louer des machines là-dessus. Et puis, on a regardé ça. Nous, on n'est pas des gens qui louent, on est des gens qui possèdent nos équipements. Mais pour ce projet-là, on décide de faire une exception puis d'aller en location. On loue 8 machines Fraco. Une machine Fraco, c'est une plateforme de travail le long d'un mur qui s'élève doucement, hydrauliquement. À n'importe quelle hauteur, on a fait des jobs jusqu'à 1000 pieds de haut. Ça a éveillé un peu notre curiosité pour le produit, notre intérêt. Et puis, l'entreprise, en même temps, est devenue en difficulté financière, Fraco. Je suis amené une machine à notre atelier, on regarde ça, mon frère René puis moi, puis on se dit, avec ça, peut-être qu'on pourrait sortir du Québec. Alors, on a investi dans Fraco, puis j'avais mis 2 conditions. On n'avait pas tout acheté les parts, que je devienne en charge, et puis que, là, à ce moment-là, que ça s'en vienne chez nous. Là débute notre aventure avec Fraco. Mais moi, je suis un gars de construction. Je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas manufacturier. Mais j'ai un as caché, mon épouse. Elle est venue travailler, et puis ça a démarré. C'était un très bon coup. Un très bon coup parce que Claudette, elle m'a enseigné c'était quoi un budget, elle m'a enseigné comment aller un état financier. En 1994, elle nous a inscrit un show à Atlanta. Puis notre deuxième job qu'on a fait aux États-Unis, c'était d'échafauder le futur stade olympique pour les Jeux de 96. Fraco a connu pendant 12 ans une moyenne de 50 % de croissance par année. Fraco, quand on achète, c'est $250 000. 12 ans plus tard, c'est 39 millions de chiffre d'affaires. On se développe. Ma première fille, Emmanuelle, qui est ici, s'intègre à l'entreprise. Ma deuxième fille, Julie, qui est ici aussi quelques années plus tard, qui, eux autres, aujourd'hui, sont les coprésidentes de la société. On devient le plus important Loire en Amérique du Nord. 700 machines. Une petite dette de 12 millions là-dessus. En 2008, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? On frappe un mur. On frappe un mur de façon drastique. Aux États-Unis, là, uniquement sur le marché américain, on vend 250 unités par année. Là, 2 ans plus tard, on en vend 4 par année. Il n'y a plus de marché. Il n'y a vraiment plus de marché. Alors, on part de notre chiffre d'affaires de 39 millions, puis 17 millions, ça baisse.
Mais ma dette, elle reste égale, le 12 000. Laissez-moi vous dire que ça nous amène à ça. Hein? Ça nous amène aux comptes spéciaux. Fraco a passé 7 ans aux comptes spéciaux. Tu as affaire à ce qu'on appelle une unité d'intervention. Tu perds ta banque, puis tu tombes dans les mains de ce que moi j'ai appelé des liquidateurs ordonnés. Première chose, quand vous arrivez aux comptes spéciaux, on va vous demander de signer un document. Signez-les pas sans aller voir votre avocat. Hein? Allez voir votre avocat pour savoir si vous pouvez signer ça. Deuxième chose, quand vous arrivez aux comptes spéciaux, on va vouloir vous déstabiliser. Rester grandé au sol, si tu ne l'es pas, comme entrepreneur, tu vas tomber. La troisième chose, pour moi, c'est la plus importante. C'est que là, tu es mort de peur. Tu es au compte spéciaux, tu vis des grosses émotions, puis tu ne maîtrises pas tes émotions. Il faut que vous trouviez le moyen de canaliser ces émotions-là. Mais à un moment donné, il est arrivé de la lumière au bout du tunnel. Alors, moi, comme entrepreneur, c'est quoi j'avais besoin? J'avais besoin de temps. Puis j'ai eu du temps, hein? 7 ans, c'est long, hein? Alors, j'avais besoin de temps. J'avais besoin de temps, pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des opportunités, puis qui est saisi, puis qui les transforme. Puis là, dans la crise américaine, à un moment donné, la Suédoise Alimak, qui était le leader dans les montes-charges de chantier, a fermé son usine de Houston. Alors, j'ai été voir le président. J'ai dit, tu vas la rouvrir après la récession? Il dit, non. Il dit, nous, on produit maintenant en Chine, c'est fermé définitivement. Et puis, tout ça a fait en sorte que, un bon matin, j'ai cette cabine-là dans mon atelier. J'appelle la banque, mon liquidateur, à la banque. J'ai dit, viens donc me rendre visite. Ben, il m'avait changé, hein, l'autre avait ça fait. Et puis, alors, lui, il arrive, puis là, j'y montre que j'ai un nouveau produit, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, il me regarde. Il dit, un entrepreneur. Oh boy, j'ai compris, je venais de faire une erreur. Parce que là, après ça, on a subi une grande pression encore sur le cash. Il m'attraquait plus. Parce que lui, en liquidateur, il ne pouvait pas accepter le fait que je suis en train de partir d'une autre ligne alors qu'il est en train de me liquider. Là. Ça ne marche pas. Cet argent-là, je l'ai pris, là, je l'avais à quelque part, puis l'autre, il ne l'a pas trouvé. Alors, tout ça, en fin de compte, après ça, la Renaissance. Nous autres, en 2014, on a eu notre dernière année de déficit. On a eu comme 6 années de déficit dans les 7 chiffres. Et puis là, en 2015, si on avait un autre déficit, ça ne passait pas, mais en 2015, on est reparti en profit. 2016 en profit. 2017, cette année, on va connaître notre meilleure année à vie, au-dessus de 40 millions de chiffre d'affaires. Puis, on a du fun. Merci. Vous venez de dire que vos employés étaient importants pour vous. Puis, au groupement, on a eu envie de saluer votre résilience en les laissant s'adresser à vous. Alors, savourez ce moment précieux-là. Il est pour vous, M. Rainville. Je vous remercie, Claudette et toi, de tout ce que vous avez fait pour moi. Merci. Merci pour tout, Armand. Pour moi, tu es un exemple de persévérance. Pendant la crise, ça n'a pas toujours été facile, mais tu as toujours persévéré, tu as continué quand plus personne ne croyait, toi tu croyais. Je te remercie vraiment de nous avoir donné un exemple aussi fort de détermination. Merci.